En moins d'une décennie, le Burkina Faso est passé de périphérie poussiéreuse à laboratoire nerveux de souveraineté mesurable. Derrière cette accélération silencieuse, Ibrahim Traoré avance un pari brutal. Que quelques usines, quelques routes et quelques centrales solaires puissent peser davantage que des décennies de dépendance. Pour quiconque suit les Burkina Faso News ou tape Ibrahim Traoré Burkina Faso dans un moteur de recherche, une question s'impose. Jusqu'où ce pays enclavé peut-il réécrire ses rapports de force? Et si la trajectoire tracée depuis Ouagadougou valait, demain, bien plus qu'un simple cas particulier africain? Le récit qui se déploie autour du Burkina Faso repose désormais sur une promesse nette: comprendre si un pays longtemps relégué en marge peut transformer la souveraineté en outil concret et non en slogan rituel. Le bénéfice central pour le lecteur ou l'observateur est simple: 10 à 12 mots. Comprendre comment une stratégie locale produit des résultats mesurables. Cette promesse engage un enjeu plus large. Si les méthodes initiées sous Ibrahim Traoré continuent d'aboutir, elles pourraient offrir un modèle alternatif aux économies africaines dépendantes des subventions extérieures. Mais l'inverse demeure possible. Si la dynamique ralentit, les progrès obtenus dans l'énergie, l'agriculture ou les infrastructures pourraient se figer en quelques années. C'est précisément ce risque qui crée la tension du récit. Chaque chantier, chaque pourcentage d'autonomie gagné, chaque transfert de compétences techniques teste la solidité du pari. Et au cœur de cette équation, un micro-hook se glisse. La souveraineté peut-elle réellement tenir face aux réalités géographiques, climatiques et financières d'un pays enclavé? La mini-révélation apparaît dès l'ouverture. La souveraineté burkinabé n'est plus un principe théorique, mais un système autonome qui produit, éclaire et soigne. Et cette réalité s'est matérialisée en moins de 3 ans, avec un chiffre pivot qui résume la bascule: 8 millions de dollars, coût de la première usine de transformation de tomates, devenue symbole de rupture. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette usine n'est cependant qu'un point d'entrée dans une mécanique beaucoup plus vaste. Avant 2015, des milliers de tonnes de tomates se perdaient chaque saison, faute de réseau, de stockage ou de débouchés. Aujourd'hui, les mêmes récoltes alimentent une chaîne locale d'agro-industrie qui exporte sous label national. À ce premier succès ont succédé des parcs solaires, des routes stratégiques, des hôpitaux et une série de projets financés majoritairement par des ressources internes. L'enclavement, longtemps perçu comme une contrainte géographique, s'est transformé en laboratoire d'autonomie énergétique et logistique. Chaleur sahélienne convertie en kilowatts, terres agricoles intégrées à des circuits chauds courts, infrastructures pensées pour un pays sans littoral. Le contexte institutionnel rend cette accélération encore plus frappante. Sorti d'une période de tension politique, le Burkina Faso aurait pu glisser dans l'immobilisme. Au contraire, les chantiers se sont multipliés, portés par une logique de transmission. Former des techniciens locaux, renforcer les compétences d'ingénierie, créer des relais communautaires capables d'entretenir les équipements. La souveraineté devient alors cumulative. Chaque avancée génère une autre avancée. Chaque infrastructure réduit une dépendance historique. Ce basculement progressif explique pourquoi le regard du continent s'oriente vers Ouagadougou. Le Burkina Faso ne se présente pas comme un miracle économique, mais comme une démonstration méthodique qu'un pays longtemps marginalisé peut construire sa propre capacité d'agir. Ce qui se joue ici dépasse les frontières nationales. C'est la preuve que la souveraineté, lorsqu'elle repose sur l'effort interne, devient mesurable et reproductible. Pour saisir les effets précoces de la transformation burkinabé, il suffit d'observer ceux qui se trouvent au plus près des projets. À quelques kilomètres de Bobo Dioulasso, Abdoulaye, agriculteur d'une quarantaine d'années, voit désormais ses caisses de tomates quitter l'exploitation chaque matin. Pendant des années,
Elle pourrissait sous la chaleur faute d'acheteurs ou de circuits fiables. L'ouverture de l'usine nationale a modifié son rapport au travail. Ses récoltes ont une valeur, son revenu est stable, et la communauté s'organise autour de nouvelles coopératives dirigées par des familles locales. Plus loin, une autre trajectoire révèle l'évolution du pays. Aïcha, jeune technicienne issue d'un programme de formation solaire, supervise les panneaux du projet Yellen. Elle vérifie l'inclinaison des structures, suit la charge des batteries et échange avec les équipes villageoises chargées de la maintenance. Chaque ampoule qui s'allume dans les maisons voisines confirme pour elle qu'un pays peut bâtir ses propres solutions énergétiques. Ce quotidien technique incarne une dynamique plus large, l'émergence d'une génération qui associe compétences locales et assurance collective. Ces deux histoires ne constituent pas des cas isolés, mais les premiers signes d'une normalité nouvelle. Dans les villages électrifiés, les commerces prolongent leurs horaires, les écoles restent ouvertes le soir, et les dispensaires conservent vaccins et médicaments avec une fiabilité inédite. Chaque amélioration nourrit la suivante, créant un cercle d'apprentissage où les citoyens deviennent les moteurs directs des infrastructures qui les servent. La question qui s'impose alors tient en 12 mots ou moins. Et si la souveraineté commençait par des gestes ordinaires, tout commence par un pari que beaucoup jugent irréaliste. Construire une usine de transformation de tomates dans un pays sans littoral. Le Burkina Faso mise alors sur des financements locaux, des ouvriers formés sur place et une logistique encore hésitante. Les premiers mois sont chaotiques. Retard, matériaux manquants, machines réajustées plusieurs fois. Mais le chantier avance porté par une conviction simple. Produire pour soi-même plutôt que dépendre des routes étrangères. L'objectif est clair, presque abrupt. Et la méthode se veut directe. L'usine sort de terre moins d'un an plus tard. Ce délai court marque le premier nœud dramatique de la trajectoire. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette structure devient immédiatement un signal stratégique. Avant elle, des tonnes de tomates se perdaient chaque année. Après elle, une filière apparaît. Les agriculteurs disposent enfin d'un acheteur fiable. Les transporteurs redessinent leurs itinéraires. Les coopératives se renforcent. Ce n'est pas encore une révolution, mais c'en est la matrice. Le deuxième temps, le véritable basculement, surgit en 2017. Le gouvernement initie le programme solaire Yellen. L'ambition est nette. Électrifier plus de 150 villages grâce à une énergie produite localement. Les pylônes se dressent, les panneaux s'alignent, les équipes se forment. La chaleur du Sahel, longtemps perçue comme une contrainte, devient moteur. Chaque installation modifie le rythme de vie. Les nuits cessent d'être des pauses forcées. Les écoles allument des lampes après le crépuscule. Les dispensaires conservent vaccins et médicaments. Les commerces prolongent leurs horaires. Le pays découvre une énergie qui n'exige plus de dépendre de fournisseurs extérieurs. Le troisième temps élargit encore le spectacle. Un projet routier colossal se déploie entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. 500 millions de dollars investis, des centaines de kilomètres asphaltés, des milliers d'emplois créés. Le trafic s'accélère, les marchés ruraux se connectent à la capitale, le transport cesse d'être une barrière, les échanges gagnent en fluidité, les temps de trajet chutent, les produits circulent, la cohésion du territoire devient plus tangible. Le quatrième temps consolide, les chantiers hospitaliers se multiplient. L'hôpital de Bobo-Dioulasso, construit par des Burkinabés pour des Burkinabés, devient symbole d'autonomie sanitaire. Les plateaux techniques s'améliorent. La formation locale remplace progressivement l'expertise importée. La mortalité infantile recule, les soins se professionnalisent, les équipes médicales gagnent en maîtrise. À mesure que ces événements s'enchaînent, la dynamique s'installe. Chaque réussite déclenche une autre réussite. L'usine nourrit l'agriculture.
L'énergie soutient les infrastructures. Les routes portent les marchandises. Les hôpitaux stabilisent les communautés. La souveraineté se propage par capillarité d'un chantier à l'autre, d'une initiative à la suivante. Puis vient la phase de résonance, celle où les effets se prolongent. Les villages électrifiés voient émerger des ateliers, des petites entreprises, des coopératives dirigées par des familles locales. Les agriculteurs organisent des circuits courts, les techniciens supervisent des installations solaires. Les hôpitaux stabilisent les services de base. Le pays avance, lentement mais sûrement. Ainsi se forme la trajectoire complète. Activation, montée, diffusion, puis consolidation. Une mécanique simple mais déterminante où chaque étape appuie la suivante et renforce la précédente. La mesure de la transformation burkinabé commence par un contraste simple. Avant, les infrastructures dépendaient presque entièrement de ressources importées. Après, elles reposent sur une base locale qui génère ses propres résultats. Ce passage du baseline historique vers une delta tangible constitue la colonne vertébrale du récit. Trois indicateurs suffisent à rendre visible cette mutation, chacun s'inscrivant dans une dynamique cumulative qui dépasse le simple commentaire politique. Le premier indicateur tient à l'agriculture. La production nationale affiche 40% d'augmentation, une progression qui ne provient pas d'un miracle statistique, mais d'une chaîne logistique stabilisée. Cette hausse traduit une chose essentielle. Les récoltes trouvent désormais des débouchés fiables et réguliers. L'usine inaugurée pour 8 millions de dollars sert de pivot à cette évolution, car elle transforme une vulnérabilité structurelle en ressource productive. Chaque tonne de tomates intégrée à la filière renforce la crédibilité du modèle. L'effet est double. Revenus améliorés pour les exploitants, mais aussi réduction du gaspillage qui minait jusque-là les efforts agricoles. Le deuxième indicateur illustre l'impact économique des nouvelles infrastructures. Les échanges commerciaux progressent de 25%, un chiffre qui reflète la montée en puissance du réseau routier financé localement. Cette augmentation révèle une fluidité retrouvée au sein des marchés ruraux. L'investissement de 500 millions de dollars dans la route stratégique vers la Côte d'Ivoire n'est pas qu'un chantier monumental. C'est une reconfiguration des déplacements, des délais d'acheminement et des connexions interrégionales. Là où la circulation dépendait autrefois d'itinéraires fragiles, les flux deviennent réguliers et prévisibles. Ce rééquilibrage géographique réduit les distances économiques et accélère la circulation des biens essentiels. Le troisième indicateur touche au cœur social du pays. La mortalité recule de 15%, donnée liée à la combinaison de deux éléments. Électrification des villages et montée en compétence des équipes médicales locales. Cette baisse montre l'effet direct des infrastructures sur la santé publique. L'hôpital de Bobo Dioulasso, pensé et construit par des Burkinabés, illustre comment un système de soins peut se consolider à partir d'une volonté nationale. En parallèle, le programme solaire Yellen permet désormais d'alimenter des dizaines de dispensaires où la chaîne du froid reste stable, ce qui préserve vaccins, médicaments et sérums essentiels. Le nombre de localités ayant accès à une électricité continue dépasse 300 000 bénéficiaires, ce qui modifie profondément les routines médicales. Ces trois indicateurs, pris isolément, pourraient sembler modestes. Ensemble, ils composent la preuve d'un modèle qui s'installe. Produire, échanger, soigner sans dépendre de structures extérieures. Leur cohérence réside dans l'interdépendance des projets lancés sous la période actuelle. L'agriculture nourrit l'industrie locale. Les routes soutiennent les circuits commerciaux. L'énergie stabilise les services vitaux. Chaque chiffre devient alors la pièce d'un ensemble qui se renforce lui-même, comme si le pays convertissait progressivement ses contraintes en leviers. Ainsi se lit la progression.
Non dans des exploits spectaculaires, mais dans des variations mesurables qui changent le quotidien. Ce sont ces deltas précis et vérifiables qui définissent la souveraineté praticable. Les critiques adressées au modèle burkinabé se concentrent d'abord sur un argument que beaucoup jugent décisif. Un pays enclavé, sans accès maritime ni grand gisement minier, ne pourrait pas soutenir seul une croissance durable. Selon cette position, refuser l'aide internationale revient à se priver de transferts technologiques, de financements massifs et de partenariats structurants. Les sceptiques redoutent qu'un tel isolement progressif fragilise les secteurs vitaux, en particulier l'énergie et l'agriculture, très sensibles aux aléas climatiques. Ils affirment également que la dépendance à l'égard du solaire ou de l'agro-industrie locale expose le pays à des variations difficiles à absorber. Un second argument, plus nuancé mais tout aussi sérieux, souligne le risque d'un modèle trop centré sur l'autosuffisance communautaire. Les détracteurs craignent qu'un réseau composé de petites infrastructures locales manque d'échelle, de standardisation et de robustesse. Ils estiment que la multiplication de projets dispersés pourrait générer des coûts cachés, maintenance inégale, compétences techniques insuffisantes, manque de coordination entre régions et retard dans la modernisation des équipements. Pour eux, une stratégie nationale exige des partenariats extérieurs capables de garantir stabilité, innovation et capital. La réponse issue du terrain contredit en partie ces inquiétudes sans les balayer. Les projets lancés ces dernières années montrent une logique interne cohérente. L'usine de tomates, le programme solaire Yellen, la route vers la Côte d'Ivoire et les hôpitaux régionaux constituent un maillage où chaque élément renforce les autres. L'énergie alimente les villages, ce qui stabilise les dispensaires. Les routes fluidifient les échanges, ce qui soutient la production agricole. Les formations locales remplacent progressivement l'expertise importée. Les données de terrain indiquent une croissance de la micro-entreprise dans les zones électrifiées et une diminution des dépenses publiques de santé grâce aux hôpitaux communautaires. Ce modèle, loin d'un isolement rigide, ressemble à une interdépendance maîtrisée où l'autonomie ne s'oppose pas à l'ouverture, mais en redéfinit les conditions. Ainsi, le débat n'oppose pas autosuffisance et coopération, mais dépendance subie et capacité de choix. Ce renversement apparaît au milieu du récit, là où le programme solaire Yellen cesse d'être un chantier technique pour devenir un acte politique clair. Dans des dizaines de villages, l'électricité locale circule 24 heures sur 24, modifiant horaires, routines et attentes collectives. La nuit, autrefois synonyme d'arrêt forcé, devient un espace de continuité. Les écoles prolongent les cours, les ateliers gardent leurs machines actives et les dispensaires protègent leurs vaccins avec une fiabilité nouvelle. C'est ici que la stratégie portée par Ibrahim Traoré bascule de l'expérimentation à la démonstration. Le pays ne se contente plus de survivre. Il fabrique sa propre lumière, visible, stable, mesurable. Le soleil du Sahel, longtemps associé à l'aridité, devient une ressource stratégique capable d'alimenter des communautés entières. Ce changement matériel produit un effet moral inattendu, la certitude que la souveraineté peut être tangible, presque physique. À partir de ce point, chaque kilowatt généré raconte la même chose. La dépendance recule. L'énergie cesse d'être un poste fragile pour devenir une base de projection. Et ce pivot silencieux modifie la place du Burkina Faso dans son propre récit. Les transformations engagées au Burkina Faso commencent désormais à produire des effets mesurables dans 4 sphères distinctes de la société, chacune révélant une facette du modèle de souveraineté en construction. Les impacts ne se limitent plus aux chantiers visibles. Ils se manifestent dans les usages, les comportements, les revenus et les ambitions collectives. Pour les agriculteurs, le changement se lit d'abord dans les champs. Les récoltes trouvent des débouchés réguliers grâce à la filière de transformation locale,
ce qui réduit les pertes et sécurise les revenus saisonniers. Les coopératives familiales se renforcent, encouragées par une demande stable et par des réseaux de transport plus fiables. Les agriculteurs perçoivent une autonomie nouvelle. Ils ne dépendent plus de commerçants extérieurs fixant les prix au gré du marché régional. La souveraineté devient ainsi une réalité quotidienne où chaque caisse vendue confirme la valeur du travail local. Pour les entreprises locales, l'effet est celui d'une respiration longtemps attendue. L'électrification continue permet d'étendre les horaires d'activité, de stabiliser la production artisanale et de réduire les interruptions qui freinaient l'expansion des petits ateliers. Les échanges commerciaux, facilités par les routes modernisées, favorisent l'augmentation du commerce intérieur. De nouveaux services émergent dans les zones rurales. Réparation solaire, micro-ateliers, centres de stockage. Ces développements ne sont pas spectaculaires mais cumulatifs, illustrant comment un pays peut créer ses propres marges de croissance sans dépendre constamment d'investissements externes. Pour la jeunesse et la diaspora, l'impact prend une forme plus symbolique mais tout aussi décisive. Les programmes de formation solaire, les ateliers techniques et la montée en compétences des équipes locales donnent aux jeunes l'impression qu'un avenir professionnel peut se construire sur place. Ils observent des trajectoires comme celle d'Aïcha, technicienne du projet Yellen, et y voient un modèle reproductible. La diaspora, longtemps sceptique, commence à réévaluer sa perception du pays en observant la cohérence des projets initiés sous la direction d'Ibrahim Traoré. Ce repositionnement n'est pas encore un retour massif, mais il crée une dynamique psychologique inverse, envisagée. L'avenir au pays n'apparaît plus comme un pari naïf. Pour la région du Sahel, l'expérience burkinabé devient un cas d'école. Les États voisins observent comment un pays enclavé peut stabiliser ses infrastructures en s'appuyant sur des ressources internes plutôt que sur un flux constant d'aide extérieure. Les résultats, même modestes, démontrent qu'un modèle fondé sur la complémentarité des projets, agriculture, énergie, routes, santé, peut réduire la vulnérabilité structurelle propre à la région. Cette observation nourrit un débat plus large. La souveraineté africaine peut-elle se construire par capillarité, à partir de microsystèmes locaux, plutôt que de grandes stratégies centralisées? Ainsi, les conséquences réelles ne se résument pas à des chiffres. Elles dessinent un pays qui réorganise ses équilibres internes, renforce la dignité collective et redéfinit progressivement la place qu'il occupe dans le Sahel. Les prochains mois détermineront si la dynamique burkinabé peut se maintenir au-delà de la phase d'élan initial. Trois trajectoires se dessinent, chacune plausible selon la capacité du pays à consolider ses infrastructures, à coordonner ses chantiers et à absorber la montée en charge des opérations locales. Les tendances observées permettent d'esquisser un scénario de base, une projection optimiste et une variante défavorable, sans attribuer de probabilité ni forcer la lecture. Le pays poursuit sur sa lancée actuelle. Les extensions du programme solaire Yellen atteignent les nouveaux villages prévus, les chantiers routiers avancent selon les délais et les formations techniques se stabilisent. La production agricole reste soutenue grâce à l'usine de transformation, tandis que les hôpitaux communautaires améliorent progressivement leurs services. Dans ce scénario, les progrès continuent mais sans accélération spectaculaire. La souveraineté se renforce par étapes, en s'appuyant sur la cohérence déjà existante entre énergie, agriculture et mobilité. Une coordination accrue entre les projets produit un effet de levier plus rapide. Les circuits commerciaux gagnent en régularité après la modernisation des routes, ce qui dope la demande pour les produits transformés localement.
Les ateliers techniques forment suffisamment de professionnels pour anticiper la maintenance solaire, réduisant les interruptions. Les hôpitaux régionaux élargissent leurs capacités grâce à des équipes mieux formées. Dans cette configuration, l'interdépendance des infrastructures amplifie les résultats. L'énergie stimule l'agriculture, la mobilité soutient les marchés, la santé stabilise les communautés. Le pays gagne du temps, réduisant l'écart entre ambition et réalisation. Un ralentissement simultané dans la maintenance des installations solaires et dans l'achèvement des chantiers routiers crée un effet domino. Les villages électrifiés subissent des interruptions, ce qui fragilise les services de santé et les activités artisanales. L'usine de transformation rencontre des difficultés d'approvisionnement en raison de retards logistiques. Les progrès récents ne disparaissent pas mais se figent, privant les communautés de l'élan accumulé. Dans ce scénario, la souveraineté reste une aspiration freinée par les contraintes structurelles. Pour comprendre les 12 prochains mois, il faut suivre non pas un projet isolé, mais la capacité du système entier à fonctionner comme un ensemble. Ce récit s'adresse à plusieurs types de lecteurs, chacun y trouvant une résonance particulière selon son expérience, ses attentes ou ses doutes. L'histoire du Burkina Faso se lit autant comme une trajectoire nationale que comme un miroir offrant des repères à ceux qui observent de près ou de loin les évolutions du continent. Pour les citoyens africains, l'enjeu touche à la vie quotidienne. La souveraineté n'y apparaît pas comme un grand concept abstrait, mais comme un enchaînement de gestes simples. Cultiver, réparer, enseigner, transmettre. Les villages électrifiés démontrent qu'une transformation locale peut modifier des habitudes profondément ancrées en permettant aux familles d'étudier le soir ou aux artisans de prolonger leur activité. Cette proximité rend le modèle compréhensible et surtout imitable. Pour les responsables politiques, la lecture est plus technique mais tout aussi décisive. Les projets combinant énergie, agriculture, route et santé montrent qu'un pays peut bâtir une cohérence interne en misant sur les compétences locales plutôt que sur des solutions importées. La leçon principale se résume en quelques mots. Un système fonctionne mieux lorsque ceux qui en dépendent participent à sa construction. La lenteur, la rigueur et la répétition deviennent alors des leviers plutôt que des obstacles. Pour les observateurs extérieurs, qu'ils viennent du nord ou d'autres régions du sud, cette trajectoire invite à réviser des habitudes d'analyse. Les évolutions burkinabées ne reposent ni sur un afflux massif d'aide ni sur d'annonces spectaculaires, mais sur des résultats continus inscrits dans le réel. Comprendre cette dynamique exige un regard débarrassé des filtres habituels, capable de saisir comment un pays peut transformer ses contraintes en mécanismes d'autonomie mesurables. Ainsi, l'histoire du Burkina Faso devient un point d'appui, un exemple concret pour réfléchir à la manière dont les communautés redéfinissent leur propre marge d'action. Pour que les progrès amorcés se transforment en dynamique durable, un ensemble de mesures structurées doit guider les prochains mois. Ces étapes ne visent pas l'accélération à tout prix, mais la consolidation d'un modèle où chaque chantier renforce les autres. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la logique qui s'impose consiste à articuler formation, maintenance, transparence et participation communautaire. Ici, la première étape consiste à stabiliser les compétences locales. Les centres techniques doivent organiser des sessions trimestrielles spécialisées dans la maintenance solaire, l'entretien des routes rurales et la transformation agro-industrielle. L'objectif est que chaque région dispose de son propre noyau d'intervenants capables d'intervenir rapidement. Le résultat se mesure par le taux d'autonomie opérationnelle observé dans les villages et les ateliers. Ici, la deuxième étape consiste à
à sécuriser la maintenance des infrastructures. Les installations solaires, Yellen, les routes modernisées et les hôpitaux doivent faire l'objet de calendriers de contrôle mensuels. Les équipes locales, appuyées par des techniciens régionaux, vérifient batteries, câbles, revêtements et équipements médicaux. L'indicateur principal devient la réduction des interruptions de service, qu'il s'agisse d'électricité, de transport ou de soins. Ici, la troisième étape consiste à renforcer la transparence communautaire. Chaque projet financé sur fonds nationaux doit publier ses données, bénéficiaires, coûts, emplois créés, recettes locales. Un tableau de bord simple, accessible aux communes, Endahaborami, permet d'évaluer les retombées réelles. Le succès se lie dans la capacité des communautés à suivre, comprendre et ajuster leurs propres initiatives. Ici, la quatrième étape consiste à articuler agriculture, énergie et santé. Les coopératives agricoles, les ateliers solaires et les structures sanitaires doivent coordonner leurs besoins, horaires, capacités, flux, logistique. Cette articulation crée un système interdépendant où chaque secteur soutient les autres. L'indicateur clé devient la stabilité des chaînes locales, observée à travers la continuité du transport, de la production et des services médicaux. Avec ces étapes, la souveraineté cesse d'être une intention. Elle devient une méthode reproductible, mesurable dans la durée. Lorsque l'on revient vers les premières scènes du récit, les silhouettes d'Abdoulaye devant ses caisses de tomates et d'Aïcha surveillant les panneaux solaires prennent une dimension différente. Elles n'incarnent plus seulement deux trajectoires individuelles, mais la preuve silencieuse qu'un pays peut redessiner sa manière d'exister. Chacun de leurs gestes, qu'il s'agisse d'ajuster une machine ou d'organiser une coopérative, laisse entrevoir la cohérence d'un modèle qui grandit par accumulation patiente. Dans cette perspective, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme celui d'un dirigeant qui impose une vision que comme celui d'un catalyseur qui accélère ce que les communautés savent déjà faire: produire, réparer, transmettre. La souveraineté devient alors une expérience partagée, enracinée dans des mains ordinaires plutôt que dans des proclamations lointaines. Les villages éclairés par Yellen, les routes qui relient des marchés longtemps isolés, les hôpitaux bâtis par des équipes locales, forment un tissu où la continuité remplace l'attente. Ce tissu porte une émotion particulière: la conviction qu'un pays peut se relever par sa propre mesure. Et dans ce mouvement collectif se loge une certitude simple: la dignité se construit chaque jour. L'histoire du Burkina Faso dépasse désormais le cadre d'un récit national pour devenir un repère discret, presque symbolique, dans une époque où de nombreux pays cherchent à reconstruire leur marge d'action. Ce qui se joue là-bas n'est pas un modèle imposé, mais une manière différente d'aborder la notion de progrès. Partir de l'existant, multiplier les gestes maîtrisables, consolider ce qui fonctionne, puis laisser l'effort collectif prendre forme. Les villages éclairés, les circuits agricoles stabilisés et les infrastructures entretenues localement offrent une illustration concrète de ce que peut produire une persévérance partagée. Pour ceux qui suivent cette trajectoire, le plus intéressant n'est peut-être pas la vitesse des transformations, mais la façon dont elles s'ancrent, lentement, régulièrement, sans effet d'annonce. Cette continuité rappelle que toute souveraineté durable se construit d'abord dans la participation ordinaire, dans les contributions discrètes qui, mises bout à bout, créent une dynamique réelle. Si cette histoire te trouve un écho chez le lecteur, c'est peut-être parce qu'elle renvoie à une question intime. Quelle part de souveraineté souhaitons-nous exercer nous-mêmes?